Eh bien voilà, ça y est, on est parti. On va faire une petite émission. Je sais pas jusqu'à quelle heure, ça dépendra, on verra. Alors on va faire quoi ce soir précisément? Déjà on va tester un petit peu ce que j'ai fait sur le chat Wisebot. On va voir un petit peu ce que ça donne, le code que j'ai pu refaire, puisqu'en fait j'ai quasiment tout réécrit. On va discuter de ça ensemble. On va pouvoir le tester en vrai. Voir le temps que ça prend pour s'afficher, voir les différentes fonctionnalités. Voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Voilà, donc là, ce qu'on voit, littéralement, c'est le chat. Donc là, on se dit, c'est super, ça a rien d'extraordinaire, oui, sauf que ce que l'on voit à l'écran là, ce n'est pas ce que l'on a en haut à droite. Voilà, ce n'est pas le chat que vous voyez à droite. C'est pas tout à fait le même. Je vais vous montrer la différence. Si j'envoie un message, par exemple, on va dire un message test, il est 22h pile, 22h00. Voilà la différence. Vous voyez juste le message qui apparaît, mais moi, dans ma fenêtre de chat, j'ai un highlight. Du coup, je sais que quelqu'un m'a écrit. Et je vois qu'une personne m'a écrit. Et je vois le message pendant quelques secondes. Voilà, ça c'est une des premières fonctionnalités. Ensuite, je vais le faire également ici. J'ai une fonctionnalité de reset, c'est-à-dire où je peux envoyer une commande pour dire je veux faire un reset de tout le chat. Donc le remettre à zéro. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je capture en fait tout l'historique. Voilà. Là, j'ai capturé l'historique d'un petit moment. Donc bon, là, du coup, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y a pas eu de là pendant quelques jours, ce qui est normal. Donc l'historique, petit à petit, il a disparu, ce qui est logique. Mais par contre, c'est intéressant. C'est que si je change de scène, parce que là, c'est ce qui se passe, si je rafraîchis la page, en fait, le chat reste. Voilà. Là, je clique littéralement, le chat se recharge et il reste. Alors, je vais vous montrer à côté. Je vais ouvrir une deuxième fenêtre. Donc, une fenêtre Wisebot cette fois-ci. On va la mettre juste à côté, que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, le problème, c'est qu'on voit effectivement que le Wisebot qui vient de se connecter, mais j'ai pas l'historique. Je n'ai aucun historique. En revanche, si j'écris quelque chose là, vous allez voir apparaître. Donc là, il est 22h02. 22h02. Voilà, donc là, il apparaît bien sur le Wisebot. Il apparaît également sur le mien, à part que le mien, il est mis en surbrillance. Voilà. Voilà déjà la différence. Maintenant, si je recharge le Wisebot, mon message a disparu. On voit bien qu'il s'est connecté. Oui, super, mais ça me sert à rien. Par contre, le mien, si je le recharge, en fait, il se passe rien du tout. Il a gardé l'historique parce que mon chat à moi, qui se connecte à Wisebot, en fait, il va mémoriser absolument tout ce qui se passe. Enfin, il va mémoriser 100 messages. Bonsoir Karken, bienvenue. First time chat. Voilà. Du coup, je ne sais pas si tu as tout suivi, mais voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, voilà, littéralement, Karken vient d'arriver. Si jamais je changeais de scène et que je devais, pour une raison X ou Y, avoir le chat qui n'ait pas été dupliqué d'une scène à l'autre, qui n'ait pas été lié d'une scène, mais simplement dupliqué pour une raison parce que je changeais des paramètres, littéralement, quand je change de scène, mon chat, il ressemblerait à ça. Donc, le chat de la nouvelle scène, on n'aurait plus les anciens messages. Alors qu'avec ce que j'ai fait, on a toujours Karken qui est arrivé et qui dit bonsoir. Donc, bonsoir à toi Karken, bienvenue. Voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pour mon setup, voilà, que j'essaye de faire pas trop mal. Et ma foi, ça fonctionne relativement bien puisque le script est en place depuis plusieurs jours et je ne l'ai pas redémarré. Je n'ai pas eu de crash, tout va bien. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le nerf de la guerre, dans le code. Voilà. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, déjà, première chose, je vais barrer des choses parce que pour l'explication, ça n'a aucun intérêt. C'est par rapport à ce qu'on utilise. On utilise l'outil Node.js. Donc, ça, on s'en fiche, ça aussi. Ça aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette partie-là. Donc, cette partie-là, ce sont les certificats. Parce que notre page web, donc je vais la remontrer en même temps. Notre page web, elle est où? Elle est là.
Voilà, on va montrer les deux côte à côte, ça sera plus simple. Voilà. Notre page web, je vais la montrer ici. Voilà. C'est une page HTTPS avec une sécurité. Voilà. Ici, on le voit, certificat valide. Donc, en fait, on a une sécurité dans cette page parce qu'on est servi par un certificat. Et ce certificat est important parce que pour se connecter à Wisebot, pour pouvoir récupérer les fichiers de Wisebot et les afficher à l'écran à travers le site, il faut avoir un certificat. Actuellement, j'ai pu bidouiller, on peut s'en servir sans certificat, mais j'imagine que Wisebot, ils vont bloquer un jour la fonctionnalité, donc on va plutôt prévenir. D'ailleurs, cela, on va essayer de tester du coup sans certificat, voir ce que ça fait, si ça change le comportement. Donc ça, c'est les fichiers de certificat. Je ne vais pas rentrer en détail. C'est relativement standard. Sauf que là, pour les besoins, parce que c'est un truc interne, il n'y a que moi qui m'en sers, c'est pas disponible sur le net. C'est un certificat non sécurisé qui n'est pas protégé par un mot de passe. Donc, il est dit insecure. Mais c'est vraiment un choix. C'est pour me faciliter la vie au niveau de l'intégration dans ce que j'ai créé. Donc, moi, ce que j'ai créé, il y a cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Voilà, il y a ces trois fichiers. Voilà. Donc, on a un fichier d'injection CSS, un fichier d'injection en JavaScript et un fichier Node.js. Donc, on va les ouvrir pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer par le fichier Node.js. C'est le plus important. On va l'ouvrir et on va le mettre à l'écran. Non, je sais que c'est petit. Je vais voir si je peux grossir un petit peu. Normalement, je peux. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, la licence. Donc, j'ai choisi d'utiliser une licence BSD 3 clauses. Donc, licence relativement standard. Pour faire simple, tout le monde peut s'en servir. Il faut juste citer les personnes qui ont contribué au projet, citer le projet et la page du projet. Donc, il est sur GitHub, le projet. Après, on va travailler là-dessus. Donc, le projet fonctionne avec Node.js. Donc, il faut avoir obligatoirement Node.js installé sur une machine, donc un serveur ou un poste de travail. J'ai une préférence pour une VM parce que c'est plus léger, c'est plus simple à utiliser, puis on peut l'arrêter, la redémarrer quand on veut, et ça fonctionne H24 sans difficulté. Voilà, et puis c'est indépendant surtout. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que dans Node.js, on puisse accéder à ces librairies. Et bon, ça, après, on va le tester. On va essayer d'utiliser le module sans rien faire. C'est-à-dire, on installe notre VM, on installe notre outil avec Node.js, tout ça, mais on n'inclut aucune librairie. Et puis, on va voir ce qu'il faut faire comme opération pour inclure ces librairies. Voilà, chaque chose en son temps. Déjà, on va voir comment ça fonctionne. Ensuite, donc, notre fichier a besoin d'une URL. En fait, ça, dans ce fichier wisebot-url.txt, ça, c'est l'URL que nous fournit Wisebot. Bonsoir 0x5642. Merci. Merci à toi d'être passé. Merci beaucoup. Donc, ce fichier, c'est l'URL que Wisebot nous fournit. Voilà, c'est l'URL du chat. En fait, quand on développe un chat avec Wisebot, quand on veut avoir un chat personnalisé, il nous donne un lien. Et ce lien, il faut l'intégrer dans ce fichier. C'est d'ailleurs volontaire qu'il n'est pas là parce qu'en fait, il est privé. Si je vous le donne, vous avez accès à mon chat à travers Wisebot. Bon, c'est pas oufissime. Voilà. Donc, on va éviter de le fournir. Donc, du coup, il est dans un fichier séparé. Mince. Il est dans un fichier séparé et du coup, chacun peut modifier ce fichier à sa façon pour intégrer le lien comme il l'entend. Voilà. Et j'imagine que plus tard, peut-être qu'on pourra faire une évolution, le lien avec Twitch. Ensuite, on a notre fichier index.html. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Un fichier inject.css. Un fichier inject.js et un fichier de backup. Alors, le fichier index.html, en réalité, c'est le fichier HTML qui contient en fait la page de Wisebot. Voilà, je vais expliquer après comment ça fonctionne. On va rentrer dans les détails progressivement. Le fichier CSS, donc inject.css, c'est pour injecter des propriétés CSS pour
avoir une présentation différente. C'est-à-dire que moi, de mon côté, comme j'ai montré tout à l'heure, je vais le remontrer, c'est que par exemple, à celui de gauche, j'ai des fonctionnalités un peu plus évoluées, c'est-à-dire que par exemple, si j'envoie un petit test, le mien il va flasher. Voilà. Le mien il flash. Alors que le Wisebot il flash pas. Ça c'est ma fonctionnalité à moi pour voir, hop, quelqu'un vient de poster un message, je ne l'ai pas vu, et avec cette fonctionnalité-là, je le vois tout de suite. Je vois tout de suite quel message a été posté là à l'instant. Alors évidemment, si un 10 qui arrive d'un coup, ça va causer partout, évidemment. Mais bon, ça c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante et que je développais donc pour attirer ma vue si je suis pas forcément en train de regarder l'écran à ce moment-là. Donc du coup, ça attire le regard et c'est plutôt pas mal. On continue. Donc, on a un fichier JS. Je vais expliquer après comment ça fonctionne. Et un fichier backup. Alors ce fichier backup, il est important, c'est lui en réalité qui va contenir l'historique de tous les anciens messages. Mais alors pas l'historique immédiat. C'est par exemple, là pour ce projet-là, le programme fonctionne H24. Mais si pour une raison quelconque, il venait à redémarrer, ou à être redémarré, ou le serveur redémarre, on ne veut pas perdre les messages qui ont été postés là récemment. Donc s'il doit être redémarré, qu'il redémarre tout de suite et qu'on puisse récupérer les anciens messages. Et bien, ce fichier de backup, ce sont les anciens messages qui ont été stockés et qui vont être rappelés. Voilà. Là, ici, on a les clés que j'ai présentées tout à l'heure. En fait, c'est les clés de sécurité pour le certificat pour afficher du HTTPS. Et là, maintenant, donc, on est en HTTP et HTTPS. Donc, ce sont les ports utilisés pour pouvoir se connecter à la page qui va contenir le script Wisebot. Voilà. Donc, le fonctionnement est relativement simple. Donc, là, c'est une Node.js de base. Donc, ici, on va lire les certificats. J'ai essayé de commenter pour que ce soit suffisamment compréhensible. Donc ici, on va lire le certificat, si on peut le lire. Donc on va lire les différents fichiers certificats. On va récupérer l'URL de notre chat Wisebot. On va essayer déjà si ça existe, parce que si ça n'existe pas, on renvoie une erreur. Si l'URL semble assez courte, on va renvoyer une erreur en disant que c'est incorrect et que voilà, il faut bien coller le lien du widget du chat Wisebot. Voilà. Ensuite, on va lire les anciens messages du backup. On peut ne pas en avoir. Parce que si c'est la première installation, on peut ne pas avoir de fichier de backup. C'est tout à fait possible. Ou on peut vouloir l'effacer également. C'est possible aussi. Ça ne va pas le gêner. Ensuite, on va lire le fichier d'injection CSS qui a besoin d'être là. Donc pareil, s'il n'est pas là, ça s'arrête. On va lire le fichier d'injection JS. D'ailleurs, il y a une erreur puisqu'on voit ici c'est CSS. Et ça devrait être la même chose ici, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours corriger et toujours faire une relecture. Et puis maintenant, on va démarrer la page. Donc, le fonctionnement se fait grâce à Puppeteer. Puppeteer, c'est un outil qui fonctionne en Node.js qui va nous permettre dans un navigateur Internet purement virtuel, d'avoir un fonctionnement comme un vrai navigateur. Mais l'avantage, c'est qu'il va fonctionner sans avoir de rendu à l'écran. Donc il fonctionne. Donc il y a une page qui est chargée, qui est mise à jour régulièrement, tout fonctionne normalement. Mais pour moi, l'intérêt, ça va être, donc pour le script, de pouvoir récupérer des informations, les extraire, et puis après reconstruire une nouvelle page que je vais envoyer pour ma page personnalisée à moi. Donc voilà, c'est là où ça se passe. C'est là où le gros travail se passe. C'est que d'une part, ici, donc, je lance le browser, donc j'ouvre une nouvelle page. Donc pour un navigateur, en fait, j'ouvre un nouvel onglet. Je lui colle l'URL du coup du chat, du widget du chat Wisebot. Donc il y va dessus. À ce moment-là, là dans mon code, je vais évaluer, c'est-à-dire je me positionne dans le code du navigateur virtuel. C'est-à-dire là, à ce moment-là ici, je ne suis pas dans Node.js. Là, je suis dans le navigateur virtuel, on va dire. Et là, en fait, je vais faire quelques opérations pour récupérer la liste des scripts JavaScript. En fait, je vais lister les ressources qui se trouvent dans Wisebot pour aller venir les récupérer, pour tout intégrer dans une seule page, pour ne pas qu'il ait besoin d'aller chercher des données une fois que tout sera chargé. Voilà, pour en fait limiter le travail et que tout soit intégré dans un seul fichier. En fait, ça fait gagner énormément de temps, ça fait gagner des ressources.
Et puis, ça évite de surcharger la bande passante. Parce que sinon, c'est inutile. Parce que sinon, à chaque fois que vous rechargez votre page Wisebots, enfin, mon script à moi, du coup, ça veut dire que d'une part, il doit charger la page dans comment ça s'appelle, dans le navigateur virtuel, donc dans Puppeteer. Puppeteer, lui, doit les charger, du coup, dans Wisebots. Mais ça veut dire que vous aussi, quand vous allez charger votre page, il faut aussi aller chercher dans Wisebot. Mais si, admettons, demain, Wisebot bloque ce genre de fonctionnalité, mon script ne fonctionnera plus. Donc, ce que je fais, c'est que je me débrouille pour récupérer les ressources à partir de Puppeteer pour pouvoir les intégrer, moi, en dur, dans la page que je vais envoyer au navigateur pour moi ou pour le chat visuellement à l'écran. Donc, j'insère les messages que j'ai sauvegardés dans un emplacement du fichier. J'injecte mon code CSS. Je récupère l'origine parce que, en fait, je ne connais pas le domaine réel, le domaine internet, donc où se trouve hébergée la page. Donc, je crois que c'est wisebot.quelque chose. Voilà, donc je récupère ce lien-là. Et là, je récupère et je transforme tous les liens relatifs en liens absolus. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un lien en // ou bien simplement /machin truc .bidule .machin, oui, d'accord, mais il n'y a pas le domaine, donc on ne sait pas où il est. Donc en fait, c'est juste pour transformer ce domaine relatif en, par exemple, www.mondomaine.com /mon fichier, au lieu de /mon fichier. Voilà. Je fais pareil avec les styles ici. Voilà. À ce moment-là, je vais récupérer toute la page qui est rendue dans le navigateur virtuel. Je vais le stocker dans une variable. Je fais pareil pour le domaine. Je le stocke dans une variable. Je quitte à ce moment-là ici, à cette ligne-là, je quitte mon code donc du navigateur virtuel pour repasser à Node.js. Et là, je vais charger, donc déjà lister, et ensuite charger toutes mes ressources. Voilà. Par exemple là, dans ma page HTML, j'ai mon code, là j'ai mon domaine, je vais concaténer les fichiers de script, donc qui sont en brut, donc en fichier texte, ou bien en fichier texte, en texte brut, pardon, ou bien je vais devoir les télécharger ici et les concaténer dans une seule variable. Et à la fin, j'aurai une variable de script qui contiendra tous mes fichiers JavaScript. Ça évitera de les charger séparément les uns des autres. Donc ça va accélérer également le processus. Ensuite, de la même façon, je vais télécharger toutes les polices de caractères, toutes les polices d'écriture qui sont utilisées dans la page. Donc pareil, pour décharger, pour éviter, on va dire, un filtrage ultérieur que pourrait imposer Wisebot, pour que mon script puisse continuer à fonctionner, même si Wisebot dit bah non, je veux pouvoir faire ce que je veux et je suis pas d'accord de ton script, j'en veux pas. Oui, mais moi j'ai besoin de ces fonctionnalités-là, vous les proposez pas. Donc comment je fais? Voilà, et puis moi je veux absolument l'historique, ça j'ai vraiment besoin. Donc ici pareil, je vais insérer un code JS dans... Alors là c'est de la modification de code par contre, c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire que je vais rechercher un pattern dans le code de Wisebot, dans ce que les gens ont écrit chez Wisebot, pour insérer mon propre code à moi qui est ici. L'objectif, c'est de pouvoir intercepter à chaque fois qu'il y a un message et de pouvoir appeler d'abord ma fonction à moi, donc qui est checkMessage, et après, et la leur. Donc, j'ai ma fonction de message qui remplace la leur, et dans la fonction de message, j'appelle leur fonction à eux, et après, j'appelle ma fonction à moi. Tout simplement. Voilà, donc là, je remplace. Donc là, c'est à ce moment-là que j'injecte mon code. Ici, je vérifie que le pattern existe. Et si le pattern existe, je l'injecte. Si le pattern n'existe pas, ça veut dire que le code a changé. Et si le code a changé, mon script ne doit surtout pas fonctionner. Voilà, il ne faut surtout pas qu'il démarre. Parce que du coup, ça pourrait faire des choses pas logiques. Et je veux pas que ça puisse arriver. Donc du coup, je le bloque. Voilà. Évidemment, ça n'arrive que lorsque l'on démarre mon application en Node.js. Si on l'a démarré il y a une semaine et que chez Wisebot, il change le code là, mais ma page, elle n'est pas au courant que le code a changé, donc ça continue à fonctionner. Donc c'est aussi pour ça qu'il va falloir peut-être mettre en place
message pour dire attention, le code a changé. Voilà, pour que par exemple ici, sur la fenêtre de droite, là, on a un message en gros, le script WiseBot ne fonctionne pas parce que le code WiseBot a changé. Ça peut être une évolution à faire, on verra avec le temps. Voilà, enfin, tout ce que j'ai récupéré, je vais l'écrire dans un fichier pour le conserver quelque part, pour avoir une trace. Et parce que ça a un avantage, c'est que ça permet de pouvoir le relire et ça permet aussi de débugger. Si par exemple il y a un problème, que ça ne fonctionne pas bien, je peux dire à quelqu'un par exemple qui veut de l'aide, je lui demande écoute, envoie-moi ton fichier de backup, ton fichier index. Donc parce que ça c'est le fichier index.html. Envoie-moi ton fichier index et du coup je pourrais savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc à partir de ce fichier-là, je vais le relire. Je ferme la page de mon navigateur virtuel, Puppeteer. J'ouvre une nouvelle page, donc un nouvel onglet, et j'injecte le contenu de la page que je viens de recréer complètement à partir de rien. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un fichier JavaScript qui fait peut-être une cinquantaine, une soixantaine de kilooctets. Là, pour donner une idée, je ne sais pas si vous voyez la page complète avec les polices, tous les scripts, en fait, toutes les ressources externes au fichier de base, on est quasiment à 800 kilooctets de données. Alors que de base, on doit être aux alentours de peut-être 50-80 kilos. Ça donne une idée de la quantité de données qu'il y a dans une page web, quand elle est intégrée dans un seul fichier. L'avantage, c'est que ce fichier, comme il est en un seul bloc, il va être très vite à télécharger. Mais comme en plus c'est du local, donc ça va aller encore plus vite. Voilà. Donc ici, Puppeteer, ça y est, quelque part, il est vraiment lancé, mais sur cette nouvelle page, cette page qu'on vient de créer. Sauf que notre navigateur à nous, côté client, il s'est toujours rien passé. Et c'est là où on va démarrer. Alors, je lance un timeout, c'est-à-dire une fonction qui va être appelée une fois, au bout de 2 secondes. Cette fonction va permettre simplement de sauvegarder tous les messages qui se trouvent dans la page. Voilà, c'est ce que je fais ici. Pareil, je rentre dans le navigateur virtuel Puppeteer, je récupère les messages et je les stocke dans un fichier. C'est tout. Et puis je dis, refais-moi un backup dans 1 seconde. Et du coup, chaque seconde, on va avoir un backup de tous les messages. Comme ça, si jamais il y a un problème, on ne perdra que 1 seconde de fichier, au cas où. Si jamais il y a un problème. Un problème, c'est un plantage. C'est ça un problème pour moi. C'est pas une interruption de réseau, non. C'est un plantage. Voilà. Évidemment qu'une interruption de réseau, c'est un problème. Mais si les messages sont mis en attente côté WiseBot et que ça ne coupe pas la connexion avec WiseBot, entre mon script et WiseBot, il n'y a pas de message perdu. Si évidemment il y a une vraie coupure qui interrompt complètement la transmission de données entre les deux pendant trop de temps, oui, il y aura des messages perdus. C'est normal. Ensuite, maintenant le serveur en lui-même. Alors, ça va pas être très très compliqué. On va être très très simple. Déjà d'une part, à chaque fois, donc je vais aller un peu plus bas. Voilà, je vais aller ici. Donc ici, quand je mets en place un serveur HTTPS avec les certificats, ça va fonctionner normalement, mais uniquement si les certificats sont présents. Donc si l'option HTTPS est présente. Et ça va renvoyer vers cette fonction. Et si on a un serveur sans sécurité, donc type HTTP, ça renvoie sur la même fonction. En fait, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'il y a un certificat en plus. Voilà. Et là, on indique qu'il fonctionne. Maintenant, comment ça se passe, cette fonction response server to query? C'est ce qu'on va aller voir là. Donc, à chaque fois que notre client web, donc du coup, que cette page de droite là, celle-là, avec le fond noir, le contour noir, pardon, elle est appelée, en réalité, ça va appeler toute cette fonction response server to query. Comment ça fonctionne? Déjà, on a 2 paramètres. On a le paramètre highlight et le paramètre reset. Le paramètre reset permet de remettre à 0 tout le chat. Donc, ce qui veut dire que le chat que vous voyez à l'écran, avec cette fonction, je peux le remettre à 0 à la condition que je recharge la page après. Évidemment,
Si je recharge pas la page, il n'est pas au courant qu'il y a un reset. Voilà. En gros, j'enlève l'historique, tout simplement. Il n'y a plus de backup. Donc si je recharge la page, il n'y a plus de backup, bah forcément, il n'y a plus de données. Donc c'est un petit peu comme quand je rafraîchis la page de Wisebot. Et enfin, le paramètre highlight pour mettre en surbrillance ce message qui vient d'arriver, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc comment ça fonctionne à l'intérieur? Donc toujours pareil, on ouvre dans la page du navigateur virtuel Puppeteer, on va évaluer des messages et on va lui injecter et lui dire, alors on a mode reset, donc efface les messages courants et les anciens messages, et si c'est pas le cas, on peut enlever les animations. Par exemple, l'animation qu'il y a du message, on peut l'enlever parce qu'on vient de rafraîchir et on récupère les éléments. Voilà ce qui se fait ici. Voilà. Donc rien de particulier en fin de compte, voilà. Mais malgré tout, on récupère la page, on la récupère dans une variable, et ça qui est intéressant, on la récupère dans la variable sData. En fait, dans sData, on a tout le fichier, toute la page qui est en ce moment exécutée dans le navigateur virtuel. Et bien cette page qui est exécutée dans le navigateur virtuel, on va l'envoyer dans le navigateur du client. Donc en clair, cette page-là, en réalité, c'est le code qui est déjà dans le navigateur virtuel. C'est juste que je l'envoie au moment donné où je rafraîchis. C'est-à-dire si je fais ça, voilà, là, il vient de m'envoyer le code qui vient du navigateur virtuel, à l'instant où j'ai rafraîchi. Donc on est sûr quand on fait F5, en fait, on est à jour. Et on est sûr d'être à jour. Bon, voilà. Après, j'ai des paramètres spécifiques là, justement pour le rendre plus, on va dire, open. Voilà. Pour qu'il puisse ouvrir un peu tout et n'importe quoi, sans problème. C'est pas optimal, mais je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai pu voir que certaines choses ne respectaient pas certains standards. Bref, donc je suis obligé de faire comme ça. Être en mode unsafe. Il faudrait que je le limite, mais j'ai vu que parfois ça posait souci, donc notamment avec certains émotes. Donc du coup, je peux pas faire comme je veux. Donc malheureusement, pour l'instant, je suis obligé de faire comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? À la fin, on a deux fonctions. Une fonction de téléchargement d'un fichier et de le convertir en base 64. Alors ça veut dire quoi? Ça veut juste qu'en fait, on charge un fichier, mais comme ce sont des données binaires, ben, on ne peut pas les injecter en dur dans une page HTML parce que sinon ça va faire un gros bazar, il va rien se passer à part des erreurs. Donc ce qu'on fait, on le convertit dans quelque chose de textuel qui puisse être interprété dans une page HTML. Alors qu'en dessous, file download, on télécharge simplement un fichier, mais dans une variable. Et par contre, c'est pas destiné à être intégré dans une page web. Voilà. Et puis c'est tout. Ça, c'est uniquement pour la partie, donc la partie serveur, la partie Node.js. Maintenant, on a deux autres fichiers. Donc d'abord, la partie injection CSS, que l'on va voir. Donc je vais fermer ça. On va faire les plus simples d'abord. Voilà, l'injection CSS. Donc ça, ce sont des paramètres en plus qui vont nous permettre d'avoir les messages qui s'affichent toujours au bon endroit avec éventuellement un clignotement. Donc le highlight, ce qu'on a vu tout à l'heure, le paramètre highlight pour moi. Voilà, parce que j'ai envie de les voir. Ici, du coup, une présentation qui vient de Triggy, donc Fabien Trégan. Il n'y a pas l'accent, mais c'est volontaire, c'est pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau des caractères. Voilà, bon, bref, vous connaissez les problèmes. Et puis ici, d'autres paramètres également qui sont marqués en important, pour justement forcer ces paramètres toujours en CSS pour que les fenêtres s'affichent bien correctement, pour que les messages s'affichent toujours du bas vers le haut. Voilà. Rien de particulier là-dedans. C'est du CSS, il faut comprendre le CSS. Je suis pas une grande spécialiste du CSS, même très très loin d'être spécialiste CSS. Et maintenant, on va voir l'injection JS, JavaScript. Ah, super. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Alors, déjà, on va se paramètre. On est limité à 100. On va déjà limiter le nombre de messages à 100. Donc, en tout, les messages affichés ne pourront pas dépasser le nombre de 100. Donc, ça veut dire que dans l'historique, on pourra aller jusqu'à 100 éléments maximum.
Au-delà, les anciens seront automatiquement effacés. Voilà. Ensuite, avec le paramètre highlight, du coup, on peut mettre en avant un message, comme on l'a vu clignoter, un message qui vient d'apparaître. Voilà, c'est ce paramètre-là. Donc, le highlight, il dure 5 secondes. On peut le changer, évidemment, si on a envie. Et ça pourrait d'ailleurs un paramètre que je pourrais mettre dans le fichier Node.js, tout comme celui-ci, le nombre de messages, mais je trouvais que ça suffisait, que c'était bien comme ça. C'était pas trop peu. Ici, on va limiter le nombre de messages. Ici, ça c'est pour moi, mais je laisse comme ça pour l'instant. Donc en fait, j'ai renommé Wisebot en Onklebot. Voilà. C'est en référence au film Terminator 2, puisque si vous vous rappelez, vous avez donc le Terminator, le T-800, lorsqu'il vient avec Sarah Connor et son fils John Connor, voir un ancien copain de Sarah, quand ils sont dans le désert, ce monsieur demande au gamin, à John Connor, donc enfant, lui dit c'est qui lui? Et il dit c'est Oncle Bob. Voilà. Si vous vous rappelez la scène, c'est là d'où ça vient. Et du coup, Arnold Schwarzenegger qui joue l'oncle Bob, pardon, dit pourquoi? En gros parce qu'il avait ça en tête, Oncle Bob. Et du coup, je me suis dit, Oncle Bob, ça peut être rigolo. Le plus rigolo, finalement, dans l'histoire, c'est pas tant d'avoir trouvé ce nom-là, c'est que le nom n'existait pas. Il n'y a pas de compte Twitch avec le nom d'Oncle Bot. Donc j'ai tout réservé. Voilà. Tout a été réservé. Donc l'Oncle Bot est réservé. Voilà. Mais ça permet de le renommer également dans le Twitch là-haut. Voilà. Alors, il n'est pas renommé partout, puisque vous voyez, là par contre, sur l'espace là-haut Twitch, il n'apparaît pas en... il apparaît Oncle Bot, mais en haut, il marque bien Wisebot. Et en fait, c'est parce que j'utilise le lien de Wisebot. Et maintenant, ce qu'on va faire ça ensemble. On va mettre mon lien en moi à la place. Et du coup, le nom va se transformer. Vous allez voir ça. Si j'y arrive, voilà. Oui, l'effet démo. Et alors, du coup, j'enlève l'highlight parce que je veux pas qu'il clignote à l'écran. Voilà, ça y est. Maintenant, ce Twitch à l'écran, il utilise mon programme, moi, donc il s'appelle bien Onklebot. Et on a vu que le comment ça s'appelle? Le message de connexion, donc Wisebot connected to Alexa Vasiliki, a disparu. Parce que ce message, pour être très honnête, il ne sert à rien pour les gens qui regardent les vidéos. Voilà. Donc, je l'élimine automatiquement. Voilà, je vais vous montrer où ça se passe. C'est juste en dessous. Donc ici, je vais scroller. Donc là, ici, on a bien renommé Wisebot en Onklebot. Donc je continue à scroller en bas. On va le scroller comme ça, parce que sinon, on verra pas tout. Voilà. Alors, dans cette partie-là, donc on va enlever le message de démarrage. Donc ce que je disais il y a un instant. Donc le Wisebot connected to Alexa Vasiliki. Ce message-là est supprimé parce que l'identité du message s'appelle System Start. Et automatiquement, dès qu'il y a un message qui a l'idée System Start, il est effacé. Voilà. Tout simplement. Alors, il est effacé dans les messages de backup parce qu'il est quand même mémorisé, mais il est effacé uniquement à l'affichage. C'est pour ça qu'on met le style display anon. C'est-à-dire qu'il existe dans les données, mais on ne le montre pas. Mais il y est quand même. Il y est parce que on ne sait jamais, ça peut être utile. Voilà. Et là, pareil. Donc là, on l'efface dans le message backup et là, on l'efface dans les messages normaux. Donc backup et les messages en cours. Voilà. Alors pourquoi on a une partie message backup et pourquoi on a une partie message? Eh bien, je me suis rendu compte que Wisebot, il est pas bête. Il a été bien pensé, bien écrit. Il vérifie qu'on n'ait pas trop modifié son fichier. Donc qu'on ne soit pas amusé à insérer des messages. Si bien que si je m'amuse à insérer des messages dans l'élément message, Wisebot ne fonctionne plus. Donc j'ai dû créer un autre élément au-dessus des messages qui est dynamique et qui contient les anciens messages. Et du coup, c'est pratique parce que du coup, on sait ce qui vient de l'historique et on sait ce qui est en cours. Voilà. Donc voilà. Voilà en gros le fonctionnement de l'ensemble. Et ça fonctionne plutôt bien puisque là, à l'écran, si je refais un petit coup de test, voilà. Test, il est 22h
35. Voilà. Ça s'affiche correctement. Il n'y a pas de dysfonctionnement particulier. Je peux changer de fenêtre, revenir. Voilà, je peux aller là. Je peux revenir. Ça ne perd rien. Voilà, bien Onklebot. Voilà, on a bien Onklebot partout. Voilà. Donc, ça c'est fini. Cette partie-là est 100% fonctionnelle. On pourrait l'améliorer, mais je pense que c'est aussi un peu à chacun de venir bidouiller les choses dedans pour voir ce qu'il peut en faire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Pour mon setup, c'est vraiment bien. Donc on a vu, donc ça, je vais le marquer ici. Ça, c'est les messages en backup. Voilà. Ici, ça, c'est la page en cours. On va le mettre. Et là, c'est ce qu'on va injecter. Voilà. Ou en CSS et le programme. Et ça, c'est notre programme. Programme Node.js. Voilà. Et là, ici, en dessous, je le mets également. Ici, donc, ça, c'est notre URL. Bon, j'ai pas beaucoup de place, j'aurais dû faire à autre chose, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et là, c'est notre URL Wisebot. Et je mange mes cheveux. Mais c'est pas grave. Donc voilà le fonctionnement. Et il n'y a pas de souci particulier. Le fonctionnement est relativement stable. Alors je dis relativement parce que j'ai pas encore suffisamment testé. Donc je peux pas dire que c'est parfaitement stable. Peut-être qu'au bout d'un mois, je dirais c'est stable. J'ai pas d'erreur. Voilà. Voilà pour l'immédiat. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc maintenant, eh bien, il va falloir créer la page GitHub. Mais la page GitHub, en réalité, elle est déjà faite. Alors, on va se connecter. Je vais me connecter à l'extérieur. Voilà. Alors, voyons voir ça. Parce que le projet, je l'ai déjà créé. Mais du coup, il a fallu forcément changer un petit peu des choses. Est-ce qu'on le voit? On le voit bien. Voilà. Donc les fichiers ont déjà été injectés et d'ailleurs on a vu qu'on a un fichier qui a une erreur. Donc on va venir corriger l'erreur de ce fichier puisqu'on vient de le faire en direct. Alors, on va récupérer notre projet et on va récupérer le fichier qu'on a modifié. Donc c'est... on est le combien? On est le 6 mai et il est 22h13. Donc on copie ce fichier, copie, et on le colle ici. Hop, on fait glisser, ce sera plus simple. Et on le réécrit par-dessus. Voilà. Maintenant, il faut mettre ce fichier ici à la place de le Node.js qui est là, il y a 2 jours. Puisqu'en fait, on vient d'effectuer une correction, tout simplement. Alors, les changements qu'on a effectués, parce que du coup, on a effectué une petite modification. Même si elle est mineure, on a quand même effectué une modification. Donc, on va aller la voir, la modification que l'on a faite. Donc, c'était ici, ligne 101. Alors, line 100. On peut le faire très simplement. Oui, donc correct. Je vais le faire en anglais. Comment on pourrait le dire en anglais? Correction d'une erreur de nommage de variable. Correct. Misnamed variable. Variable. Voilà. Voilà, on a notre fichier là qui a été corrigé. On peut
devriez le voir. On peut vérifier qu'il y a eu la correction. Est-ce qu'il y a eu la correction? Notre fichier JS, s'il est bien là, il a bien la correction. Donc tout est OK. Alors ce qu'on a vu, c'est super parce que ça fonctionne, mais vous vous rappelez, on avait dit que ça fonctionnait en HTTPS, mais on a aussi dit que ça fonctionnait en HTTP. Sauf qu'on n'a pas testé le HTTP. Eh bien là, on va le tester. On va se connecter au port. On avait dit, c'était quel port? Je crois que c'est le port 8080. On va récupérer ça dans le fichier, c'est écrit en haut. Voilà, le port 8080. Alors, ça n'est pas censé fonctionner. Je tiens à le préciser. HTTP : // Donc le fichier s'appelle node.js.nemelite.com 2.8080 highlight. Comme ça, on aura le flash en même temps. Et il ne se passe rien. Il se passe rien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne veut pas se connecter sur la page. Eh bien, on va corriger ça. Donc, pour ça, on va se connecter à notre VM et on va ouvrir le port 8080. Tout simplement. Donc, notre petite VM, puisqu'on l'a stockée quelque part, je ne sais plus où c'est, mais on va forcément la retrouver. Alors, où est-ce que tu es passé? Cockpit. Voilà, on va l'ouvrir en grand ici. Il n'y a pas de problème à montrer ça. De toute façon, c'était une VM de test. Donc, on a un mot de passe, puisque je l'ai fait totalement à l'arrache et non sécurisé. Voilà. Voilà notre VM dirigée par Cockpit. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est ouvrir le port 8080 pour qu'on puisse avoir accès à notre page en version non sécurisée. Donc on va sur la partie, je crois que c'est réseau, oui voilà, réseau. Une zone active, donc modifier les règles et les zones. Voilà, donc on a le port 8443 qui est ouvert et on va ajouter un port, c'est le port 8080. Donc là c'est le port personnalisé que l'on choisit. On ouvre le port 8080. Et on l'appelle, donc pareil, Wisebot, chat, history, histoire d'avoir un nom qui soit cohérent. C'est le nom du projet. Et voilà, c'est fait. On a le 8080 qui est chargé. Et donc maintenant, si on ouvre ici, voilà. Et en plus, on récupère notre historique. Et on voit que les deux pages sont absolument identiques. Donc l'avantage de celle de gauche, il n'y a pas de certificat, ça marche aujourd'hui. Je ne peux pas garantir que ça fonctionnera demain. Parce que les émoticônes pourraient être bloqués en disant on ne veut pas être chargé à partir d'une page qui n'est pas de certificat. Alors qu'une page qui a un certificat, il y a moins de chances que ça arrive. Et du coup, il y a une fonction qu'on n'a pas testée. Parce que là, du coup, on peut jouer avec. La fonction qu'on n'a pas testée, c'est utiliser des émoticônes qui bougent. Donc animés. Donc on va tester des récents que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Voilà, on va tester ces deux-là. Est-ce que j'en ai d'autres sous la main? Qu'est-ce que j'ai comme émoticône sympathique? Oui, ben déjà on va tester ça. Voilà. Donc on a bien mis le highlight. On voit bien, hein, c'est bien synchronisé, ça fonctionne tout bien. On va en rajouter d'autres. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne bien, c'est bien animé, c'est parfait. Le rendu est impeccable dans le navigateur, mais aussi on peut le voir dans la fenêtre de chat que l'on voit à droite de l'écran. Donc intégré directement dans OBS. On va rajouter d'autres émoticônes animés. Voilà. On va mettre quelques-uns. Récents également. Je vais en avoir 2 ou 3 qui traînent. Ah, ici, je sais que j'en ai quelques-uns qui sont animés. Voilà. Donc là, j'en ai mis un petit paquet. Alors,
Alors c'est bien parce que d'une part on voit que ça fonctionne et surtout on va voir quelque chose qui est encore plus intéressant que du coup on peut découvrir avec ce genre de choses. C'est que comme c'est une fenêtre, on peut la dimensionner comme on veut et du coup on peut découvrir les émoticônes en gros plan. Mais vraiment, genre en gros. Voilà. Chose que l'on ne voit pas en temps normal où c'est toujours en tout petit. Là cette fois-ci on peut les voir en très 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 grand. Et là, on peut voir des choses rigolotes. Par exemple, des émotes qui sont assez connues, genre celui-ci ou celui-ci, vous allez les voir. Voilà. Et on va les grossir encore, histoire pour la petite blague. Alors forcément, après, au bout d'un moment, il a un petit peu du mal à faire le rendu, mais voilà. On voit les icônes, les émotes, en gros plan. Voilà. Et ça fonctionne bien. On va mettre des émotes qui ont un petit contour, comme celle-ci, comme celle-ci. Voilà. On voit qu'il y a des dessins quand même qui sont de très, très, très bonne qualité. Voilà, des photos, on ne soupçonnait même pas la qualité, on pensait que c'était tout moche. Mais en fait, il y en a qui sont littéralement super beaux. Très, très beaux. Mais quand on les voit dans Twitch, on voit des trucs tout petits. Et donc, on peut pas juger s'ils sont jolis ou pas. Et là, on peut les voir en très très gros. Voilà. Donc, on remet comme c'était. Hop. Voilà. Et on va le réduire en largeur, comme l'autre fenêtre. Voilà, grosso modo. Il ne s'agit pas de faire exactement la même chose, mais voilà. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que, en fait, on a un système qui fonctionne parfaitement bien, que l'on soit en mode HTTP à gauche ou HTTPS à droite. Dans les deux cas, ça fonctionne. Voilà. Et on va aller voir quelque chose, parce que là, c'est quand même intéressant. On va aller voir le code de la fenêtre. Voilà. On va aller avec inspecter, et c'est volontaire. Voilà, c'est tout petit, mais on va agrandir. Parce que sinon on verra rien. Voilà. On va agrandir en vertical. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien en fait parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est dans les sources. Dans les sources en fait on va voir d'où viennent les données. Et quelles données. Donc déjà on a donc notre page web en fait qui se trouve ici. Il n'y a rien de particulier, c'est la page web. Donc c'est tout le code de la page web. Donc là, ce que l'on rencontre un peu partout. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Par contre, ce qu'on va rencontrer en dessous, c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en fait, on ne retrouve que des fichiers CSS. Voilà. Et donc ça pose pas de souci. On rencontre également en dessous. Alors normalement, les CSS sont chargés, mais parfois, comme là, je pense qu'il y a dû y avoir une modification parce que c'est quelque chose que je n'avais pas. Et puis là, on a également des images. Donc les badges. Voilà. Et enfin, nos émoticônes qui ont des sources très 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 différentes. Voilà. Qui sont donc en 112 par 112, ce qui est assez rigolo. Puisque le format de Twitch, je crois que c'est 117 par 117 ce qu'il demande, mais bon, après, peu importe. C'est assez rigolo. Et puis là, des émoticônes animés. Toujours pareil, en 112 par 112. Voilà. Donc, on voit quand même que la qualité est bonne, même si la taille est toute petite. Mais au final, ce n'est pas affiché. On ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit également qu'il y a une erreur ici. En fait, il n'arrive pas à charger une ressource qui vienne de Better TV, de l'API de Better TV. Et là, je me suis dit au départ, tiens, il y a forcément une erreur dans mon code. Forcément, c'est forcément nous qui faisons l'erreur, puisque nous, on a fait quelque chose qui modifie le comportement, donc l'erreur doit venir de nous. Oui, eh bien ça, c'est ce que je croyais. Eh bien, en réalité, non. Donc là, j'ai lancé, ça c'est le Wisebot normal, on va dire. Si je l'ouvre, on voit exactement la même erreur. Voilà.
ça veut dire que l'API de Better TV n'est plus joignable de la même façon ou plus joignable du tout. Du tout. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'erreur. En fin de compte, il n'y a pas vraiment d'erreur. Donc, de ce côté-là, tout fonctionne bien. Allez, maintenant, on va retourner du coup sur ici. Donc, sur notre GitHub. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, tous nos fichiers. Maintenant, il faut une documentation. Et là, il va falloir l'écrire, la documentation. Et là, honnêtement, j'ai pas d'idée. Je suis fatigué. C'est comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, je pense qu'on va pas rester encore très très longtemps, mais déjà, je voulais présenter tout ça pour que vous ayez déjà une bonne vue du travail qui a été accompli et que c'est fonctionnel. Alors, ce que je vais déjà faire dans un premier temps, même s'il n'y a pas de documentation, ce que je vais faire, c'est que je vais régler le projet pour qu'il devienne public. Voilà. Change repository, voilà, c'est ça. Changer la visibilité, change to public. Ben voilà, c'est ça. Alors, le code va être visible par tout le monde lorsqu'il sera vu sur GitHub. N'importe qui pourra le forker. All push rule sets will be disabled. Oui, your change will be published as activity, bien sûr. Mais de toute façon, il est libre, hein, donc voilà. Après tout, c'est le but. Hein. Allez, ça y est, il est public. Alors du coup, on va pouvoir le tester, on va vérifier qu'il soit public. On va se connecter avec une page privée. Voilà. Et voilà. Ben voilà, il a tout bien fait. On a la licence. On n'a pas encore tous les éléments, mais on a la licence. Voilà. Maintenant, il va falloir faire la documentation. Voilà. Puis on voit le langage, 91% de JavaScript, 9% de CSS. C'est ça. Principalement du Node.js. Et voilà, c'est 100% terminé. Le projet est vraiment terminé. Et je ne pense pas faire de modifications dans les médias. Pour les lives que je vais faire, ça me suffira largement, je pense. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.